15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous donc dans cette nouvelle édition. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 23 novembre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donc est en visite officielle en République populaire de Chine, visite qui va durer donc 72 heures. Et les Zimbabwéens donc préoccupés par l'après Mugabe. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a entamé donc hier, peu après son arrivée à Pékin, sa visite officielle de 3 jours en République populaire de Chine. Le président Guelleh donc a effectué ce déplacement à l'invitation de son homologue et ami Xi Jinping. Le chef de l'État donc aura à Li une série de rencontres et d'entretiens avec son homologue chinois et donc mais aura aussi des discussions avec les PDG des grandes sociétés chinoises. Justement, donc, Ahmed, le président Guelleh est le premier président africain ou arabe à être convié en visite officielle en Chine après la récente reconduction du président Xi Jinping au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et à la magistrature suprême de ce pays. Peu après l'accueil officiel, les deux chefs d'État ont eu aujourd'hui un entretien en tête-à-tête. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage ont été au cœur des discussions entre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le président chinois. Cet entretien a ensuite été étendu aux partenariats stratégiques que les deux pays poursuivent dans la quasi-totalité des domaines économiques. La Chine et Djibouti, nous le savons, entretiennent un partenariat gagnant-gagnant et font aujourd'hui office de binôme de réussite en matière de coopération sud-sud. La complémentarité remarquée entre les deux pays ne vient pas donc du néant, elle procède d'une convergence de vues, d'une similitude de vision des deux leaders en matière d'identification des priorités et de mise en œuvre des réformes et programmes censés influer sur les populations. Tout porte à croire aujourd'hui que l'entretien en tête-à-tête entre les deux hommes a permis de définir le nouveau cap de la coopération entre les deux pays après les succès enregistrés au cours de la dernière décennie où plusieurs projets de grande ampleur et de renforcement des infrastructures de Djibouti ont été réalisés, notamment le chemin de fer, les deux aéroports Bi'idli et Raseyan et d'autres projets. Cet entretien en tête-à-tête des deux leaders devra être suivi d'une série d'autres réunions de travail avec les membres de la délégation officielle accompagnant le chef de l'État et leurs homologues chinois. Ces réunions doivent donc déboucher sur la signature éventuelle de plusieurs nouveaux accords de coopération. Il s'agit donc des accords relatifs notamment à la concession de prêts à taux préférentiels, à l'amélioration de l'habitat ou à l'initiation d'un partenariat en matière de transfert de technologie. Le chef de l'État loge donc à Doyotan Résidence de Beijing, donc à Pékin, complexe immobilier de haut standing de l'État chinois. Cet hôtel abrite les plus illustres invités du gouvernement chinois. Outre donc une cérémonie d'accueil que s'est déroulée sur l'esplanade du Grand Palais du Peuple de Pékin, le chef de l'État a déposé donc aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à la célèbre place Tiananmen. À noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, se rendra aussi dans le cadre de cette visite officielle en Chine, à Shenzhen, une des plus grandes mégalopoles économiques de Chine, où il s'entretiendra avec le dirigeant d'importantes sociétés commerciales, industrielles et financières. Une délégation de haut niveau donc accompagne ce déplacement. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Guelleh Aboubakar, le ministre de la Santé, le Dr Jamaï Mioukiye, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, l'ambassadeur de Djibouti en poste à Pékin, ainsi que d'autres membres du protocole ou de la presse notamment. Merci Ali pour toutes ces explications. Et c'est dans la nuit donc d'hier à ce matin que l'avion du chef de l'État a touché le tarmac de l'aéroport international de Pékin. Un accueil officiel a été réservé par les autorités chinoises.
Et quant au président de l'Assemblée nationale, il est en Somalie. Mohamed Ali Mohamed s'est rendu donc à Mogadiscio sur invitation de son homologue Somalie. Le président de l'Assemblée nationale est accompagné pour cette visite officielle d'une forte délégation des parlementaires djiboutiens et de hauts cadres de son cabinet. Le président Mohamed, sa délégation ont été dignement accueillis sur le tarmac de l'aéroport international Adan Abdoulaye. Parmi les personnalités présentes à l'aéroport figurait bien sûr le président de l'Assemblée nationale de la Somalie, Mohamed Cheikh Ousmane Al-Jawari. Peu après cette arrivée, Mohamed Ali Mohamed et son homologue Somalie ont eu un premier entretien qui a porté sur les questions d'intérêt commun aux deux institutions et au-delà entre les deux peuples frères. Le président de l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour transmettre les salutations et la solidarité du président de la République Ismaël Omar Guelleh et de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui n'ont jamais cessé d'œuvrer pour la paix et la réconciliation du peuple somalien. Également dans l'actualité, la secrétaire d'État aux affaires sociales a organisé hier une cérémonie de remise des machines à coudre. Avec en partenariat l'ONG dénommée Charitable Society for Social Welfare, le secrétariat d'État aux affaires sociales a reçu un don de 30 machines à coudre automatiques et manuelles en même temps. Ces machines ont été octroyées donc à des femmes actives et en mesure de les utiliser afin de développer des activités génératrices de revenus. Une cérémonie de fin de formation présidée par le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est tenue ce matin au centre d'instruction technique et tactique du camp Cheikh Ousmane, le CITA. Une dizaine de stagiaires, donc du personnel féminin de l'armée, ont bénéficié donc d'une formation dans le domaine de l'informatique. Et à son arrivée au CITA, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le commandant du CITA, le lieutenant-colonel Gadito, ainsi que le général Tahir Mohamed Ali, général Hassan Ali Kamil, ainsi que de nombreux officiers des forces armées djiboutiennes. Et c'est au lieutenant-colonel Mohamed Moussa, président de la commission d'examen, de proclamer les résultats des stagiaires qui sont dans l'ensemble très satisfaisants. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu donc à féliciter les stagiaires dans leur ensemble et a notamment élevé au grade de caporal, la première de la promotion. Notons que l'armée djiboutienne a fait donc de sa tradition la formation de ses personnels pour une meilleure professionnalisation. Un atelier de formation sur l'Organisation internationale de la migration à Djibouti a été organisé hier dans la matinée au siège central de l'OIM Djibouti, situé au Héran. Cette formation, donc destinée pour les journalistes et présentateurs des journaux télévisés et de la presse écrite, avait donc pour objet de mieux faire comprendre la mission de l'OIM. Cette formation a été animée par la chef de mission de Djibouti, OIM Djibouti, Mme Lalini Verasamy, qui a introduit donc sur le rôle de l'OIM à Djibouti et dans le monde en général. Djibouti est membre de l'OIM, rappelons-le, depuis 2011. Le gouvernement sollicite l'OIM à maintes reprises pour l'assistance des migrants donc transitaires par Djibouti, tout en sachant que Djibouti est à la fois un territoire de transit et de destination. Deux autres experts de l'OIM Djibouti, donc Hussein Mohamed Hussein et Ashley Walcott ont détaillé que l'OIM est un organe à part entière et depuis 2016 fait parmi les organismes des Nations Unies avec des caractéristiques bien spécifiques et une autonomie financière. Que ce soit migration, quel est son engagement vis-à-vis en fait du pays, vis-à-vis normalement de ce qu'elle fait dans son mandat sur la migration. Et c'est ce pourquoi nous avons fait en fait cette formation aujourd'hui avec l'équipe média, que ce soit en fait média en sens général, ça peut être la Nation comme ça peut être en fait la RTD, Radio-Télévision de Djibouti. Et nous avons pris part en fait de cette formation, en fait moi en tant que formateur avec ma collègue Ashley et la représentante de l'OIM, Mme Lalini Verasamy, qui a initié cette formation pour tout simplement en fait donner plus d'opportunités et surtout plus de connaissances en fait aux médias pour savoir quels sont les projets que nous pourrons faire et ce sur quoi nous sommes engagés, mandatés ici à Djibouti. Et pour clore l'actualité nationale, la délégation de l'UNFD conduite par Fatouma Moussa est arrivée hier dans la matinée dans la ville de Tadjoura, était accompagnée des parlementaires de la région pour la sensibilisation au niveau des régions de l'intérieur de toute forme de mutilation génitale féminine et des maladies sexuellement transmissibles. À son arrivée donc, la délégation a été accueillie par le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, du premier adjoint du préfet Habib Djilani. La réunion donc a eu lieu au conseil régional en présence de
de plusieurs représentants des associations des femmes et des jeunes de Tadjoura et qui ont participé donc à cette réunion. L'objectif étant de lutter donc massivement contre les formes de mutilation génitale féminine. Nous remercions vivement la Première Dame qui est toujours à notre côté et qui est toujours active au soutien du développement de la région. En ce qui concerne les locales de l'INFD qui a été réhabilité, nous avons une chance. Nous remercions la ministre de la Femme et de la Famille, l'INFD, etc. Nous allons travailler d'arrache-pied et je souhaite qu'on soit solidairement toujours travailler dans le bon sens pour aller au-delà, pour le développement de la femme, pour lutter contre la pauvreté, afin que chaque femme subvienne aux besoins de sa famille. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr et nous nous retrouverons juste après pour retrouver notamment Fardous Hussein pour les nouvelles du monde. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et Mugabe, alors que l'euphorie a gagné les rues de Harare et d'autres villes du Zimbabwe après la démission forcée donc du président Robert Mugabe Fardous, certains Zimbabwéens s'inquiètent de l'avenir de leur pays. Ils réclament un vrai changement. Effectivement, donc Ahmed, comme vous le dites, l'ex-président, donc vice-président déchu, doit prendre officiellement les rênes du pays demain vendredi, selon le président de l'Assemblée, donc âgé de 75 ans, surnommé le crocodile, ainsi qu'il est surnommé pour son caractère inflexible, tient sa revanche, fidèle de l'ancien président de son régime. Ce héros de la guerre d'indépendance, plusieurs fois ministre, avait été sèchement remercié le 6 novembre dernier sur injonction de la première dame Grace Mugabe, à qui il barrait la route de la succession de son monogénaire de mari. Il avait alors quitté le pays pour des raisons de sécurité. Son éviction a provoqué dans la nuit du 14 au 15 novembre un coup de force de l'armée, catégoriquement opposé à l'arrivée au pouvoir de l'incontrôlable Grace Mugabe. Après avoir résisté donc plusieurs jours, Robert Mugabe a finalement rendu les armes mardi, alors qu'il était sous menace d'une procédure de destitution lancée par son propre parti. Robert Mugabe a laissé derrière lui une économie en piéteux état, détruite par ses réformes dévastatrices. L'activité y tourne au ralenti, l'argent manque, dont le chômage frappe 90% de la population. Et les parents des victimes donc du massacre de Srebrenica ont accueilli donc avec émotion et soulagement le verdict prononcé à l'encontre de Ratko Mladic par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Effectivement, donc le tribunal pénal international pour la Yougoslavie a condamné à la réclusion perpétuelle. Donc l'ancien général à la tête des forces serbes a été condamné à la réclusion à perpétuité dans cette banlieue de la Serbie. Des stèles ont été érigées où en juillet 1995, 8000 hommes et garçons musulmans furent tués. De son côté, le maire donc n'accepte pas le verdict prononcé contre Ratko Mladic, qui garde parmi les Serbes de nombreux partisans. Ce n'était pas inattendu, les Serbes s'attendaient à ce verdict. Aucun autre verdict aurait été surprise, donc non parce que Ratko Mladic est coupable, mais parce que nous avons tous pour quelle raison le tribunal de la Haye a été institué, et ce verdict prouve c'est pour punir le peuple serbe. En dehors donc de Belgrade et Moscou, l'un et l'autre souvent critiquent la justice internationale. La communauté internationale a dans son ensemble salué le verdict prononcé à l'encontre de Ratko Mladic, et le tribunal donc Ahmed pénal international pour la Yougoslavie doit fermer. Merci Fardous et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent week-end sur Télé Djibouti.